Écoutez, merci de m'avoir invité dans ces terres qui sont des terres proches donc de Frédéric Bastiat. Il n'était pas immédiatement de Dax, Dax étant en Gascogne, il était de Chalosse. Mais notre président de la République, lui, vient de Bigorre. Et donc, toute la région est quand même à l'honneur. Ce que je dis sur notre président de la République, donc je ne vais pas vous dire tout parce qu'il faut que vous achetiez le livre, que vous le lisiez, c'est peut-être pas indispensable, mais que vous l'achetiez, oui. Et surtout, dépêchez-vous parce que je vais réclamer mes droits d'auteur cette année puisque c'est l'année blanche. Donc, si en plus je peux réussir à ne pas payer d'impôts sur ces droits d'auteur, ce sera une bonne chose. Et donc, on résiste comme on peut et c'est surtout agréable de résister en ne payant pas. Et donc, dans ce livre, ce que je dis, c'est que, bon, Emmanuel Macron est un traître, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais que ce qu'il y a de positif dans le traître, c'est quelque part, il se sent en situation de devoir réparer une faute originelle qui a été sa trahison. Et quels étaient les moyens qu'il avait de réparer sa faute? Ben, c'était de réduire la dépense publique. Pourquoi? Parce qu'en réduisant les dépenses publiques, il avait deux objectifs dans sa campagne qui étaient satisfaits. Le premier, c'est de préparer l'avenir et singulièrement de préparer le retournement cyclique. Et je vais insister là-dessus dans mon propos, c'est-à-dire d'être capable de faire face à la récession qui vient. Et le deuxième élément, c'était de satisfaire à nos engagements européens. Puisque vis-à-vis de l'Europe, on signe des traités, et puis comme le disait Jacques Chirac, de toute façon, Bruxelles ne nous enverra jamais des chars pour nous remettre à notre place, pour la simple et bonne raison qu'ils n'en ont pas. Et donc, à partir du moment où on applique le théorème de Chirac, on s'en fout. Il y avait une sorte de capacité du président de la République à redresser cette image de marque et cette situation en baissant les dépenses publiques. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La seule chose qu'il ait faite, c'est de nous donner le droit à l'erreur, c'est-à-dire de constater que notre législation est tellement compliquée que personne ne la comprend et qu'il est normal de ne pas comprendre. Nul n'est censé ignorer la loi, qui est un des fondements de l'organisation en société, et désormais plus d'actualité. Vous avez le droit de ne pas comprendre. C'est tellement con que vous avez le droit de ne pas comprendre. Et alors, une des raisons pour lesquelles vous avez le droit de ne pas comprendre, c'est que, par exemple, je fais des chroniques aussi dans les Échos. Dans une de mes chroniques, j'avais repris un papier de l'OCDE qui faisait un bilan de l'état de la France. Et dans ce papier, il était noté que les entreprises devaient payer 233 prélèvements sous des formes diverses et variées, prélèvements fiscaux, prélèvements sociaux. Et donc, la journaliste qui relit mes papiers me dit, je crois qu'il y a une coquille dans votre note, vous avez dû appuyer frénétiquement, et donc vous avez transformé le 23 à 233. Et là, j'ai dit non, c'est 233. Silence au bout du fil. Et puis, commentaire, ah quand même, oui quand même, 233. On n'est battu en la matière que par les Italiens. En Italie, l'équivalent du journal Les Échos a en dernière page une petite chronique pour les entreprises qui s'appelle « Ce que vous devez avoir payé aujourd'hui ». C'est-à-dire tous les jours, une entreprise italienne doit avoir payé quelque chose. Et Les Échos se posent la question de créer cette même rubrique en France, « Ce que vous devez avoir payé aujourd'hui ». Et donc, dans une de mes chroniques des Échos, aussi reprise ensuite à BFM Business, j'ai signalé que l'État avait augmenté la taxe cabanon de 3%. Et quand j'ai signalé ça, toujours pareil, réaction incrédule, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as encore inventé, me dit Soumier. Je dis, moi j'ai rien inventé, c'est à Bercy qu'ils ont inventé la taxe cabanon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc je vous rappelle, ceux d'entre vous qui ont construit un abri de jardin au fond de leur propriété doivent payer une taxe. Bon. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, sachant encore une fois qu'il y a une sorte dépit et d'incapacité de nos entités à réagir, et qui considèrent que finalement le plus simple c'est de se réfugier vers une forme d'impunité. Bruxelles ne nous enverra pas de chars. Et une forme de résignation. Écoutez, vous avez le droit de vous tromper, c'est tellement bordélique que vous avez le droit de vous tromper. Quelle est la légitimité de cette montée en puissance systématique des interventions étatiques? Alors, à l'époque de Bastiat, en fait, l'économiste dont on lisait le plus les livres dans l'histoire de l'enseignement et de la circulation de la théorie économique, c'est Jean-Baptiste Say. Alors Jean-Baptiste Say est d'autant plus important qu'il fait partie des gens qui sont à l'origine
de la création de l'École supérieure de commerce de Paris, le SCP, avec une idée simple, qui est une idée, c'est que la seule chose que puisse faire l'État pour améliorer les conditions économiques, c'est de former des managers. C'est-à-dire de faire en sorte que des gens aient la conviction que créer une entreprise, c'est pas dangereux, c'est pas monstrueux, c'est pas inaccessible. Et donc, Jean-Baptiste Say commence le chapitre sur l'entreprise. Enfin, c'est lui qui utilise le mot entrepreneur dans le catéchisme d'économie politique par cette formule. Il est impossible qu'un gouvernement puisse, je ne dis pas se mêler utilement de l'industrie, mais éviter, quand il s'en mêle, de lui faire du mal. Nous sommes au début du 19e siècle et on a déjà conscience du problème. Un peu plus loin d'ailleurs, il dit que l'État peut, pour des raisons d'ailleurs qui lui échappent, résoudre certains problèmes et pousser à une dynamique économique qu'il n'avait pas anticipée. Il prend l'exemple de la crise de 1811 où les habitants de Lyon viennent se plaindre à l'empereur, Napoléon, de la concurrence évidemment déloyale, parce qu'en France nous sommes toujours soumis à une concurrence déloyale. À l'université d'été du MEDEF, nos entreprises sont enthousiastes pour la concurrence, mais dès qu'ils rentrent chez eux, ils se doivent de constater que la concurrence est déloyale. Qu'il me soit permis de penser, vis-à-vis des chefs d'entreprise, sous quelque forme qu'ils soient, que je ne connais pas de concurrence autre que fondamentalement déloyale. Le but du concurrence, c'est de vous détruire, c'est de prendre vos parts de marché. Et donc, c'est pas un jeu de gentleman, la concurrence, c'est chacun pour soi et le marché pour tous. Et donc, les Lyonnais viennent se plaindre de la concurrence déloyale des Florentins. Et dit Jean-Baptiste Say, sans le vouloir et sans le savoir, l'empereur a eu la bonne réponse. Il a dit, je ne vais pas chercher à protéger Lyon, capitale du département du Rhône, contre Florence, capitale du département de l'Arnaud. C'est-à-dire que pour l'empereur à l'époque, Lyon et Florence étaient les préfectures de deux départements français et donc devaient être traités de la même façon. La capacité à gérer et à traiter des territoires de la même façon, explique Jean-Baptiste Say, ça s'appelle le libre-échange. Et la façon qu'a l'État de faire en sorte que ça arrive, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire effectivement d'avoir la réponse de l'empereur, je ne vais pas m'en mêler. C'est assez surprenant, mais un principe politique a fait que pour une fois, l'empereur ne s'en est pas mêlé. À la même époque, en Prusse, on commence à enseigner l'économie, et le personnage qui commence à enseigner l'économie s'appelle Frédéric Ancillon. Comme son nom l'indique, Frédéric Ancillon, c'est un Allemand de souche, c'est-à-dire que sa famille arrive d'Alès. Et bon, vous savez, on a ce besoin en France de temps en temps de foutre notre élite dehors sous des prétextes divers. Ils lisent mal la Bible, ils ne paient pas assez d'impôts, enfin bref. Donc on les fout dehors. Donc ils s'en vont. Et Frédéric Ancillon dit, en fait, il y a trois façons de percevoir et de concevoir l'économie. Il y a une façon qu'il appelle physiocratique, qui est une façon dans laquelle on considère que l'origine de la croissance économique, c'est la capacité de l'humanité à gérer la nature et singulièrement l'énergie. En l'occurrence, pour les physiocrates du XVIIIe siècle, c'était le soleil. L'agriculture, c'était le soleil de demain. Et le charbon, qu'il commençait déjà à mettre dans le circuit, c'était le soleil d'hier. Avec cette question fondamentale, comment est-ce qu'on arrive à gérer le soleil d'aujourd'hui, qui est l'enjeu fondamental de la croissance. Comment est-ce qu'on gère le soleil d'aujourd'hui? D'ailleurs, Mirabeau, qui est un des leaders de la physiocratie, écrit à d'Alembert, qui est le symbole de l'intelligence du moment, en lui disant « On a théorisé la gestion du soleil, on gère le soleil de demain, l'agriculture, le soleil d'hier, le charbon, quand est-ce que vous nous donnerez le soleil d'aujourd'hui ?» Et d'Alembert répond « Dans 25 ans ». Donc vous voyez quand est mort d'Alembert, vous voyez à peu près à quelle époque il a pu dire ça, on attend toujours. Et c'est un des enjeux, ce qui sera dans ma conclusion, c'est un des enjeux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le soleil d'aujourd'hui? Alors si on dit une fois qu'on a géré la nature, on s'aperçoit que la nature, elle est rétive, elle résiste. En particulier, la nature, elle fait des rendements décroissants. Et donc, pour lutter contre ça, il faut travailler. Et donc, il dit, il y a une autre approche qui qualifie de ponocratique. Donc, ponocrate, on est dans une salle qui s'appelle Poséidon, on a mangé chez Neptune, mais on finit chez les Grecs. Et donc, ponos, c'est le travail en grec. Donc, c'est une période pendant laquelle l'humanité croit et estime que sa richesse viendra de son travail. Et puis, donc ça c'est Ancillon dit le XVIIIe siècle a été physiocratique.
le 19e siècle est en train de devenir pornocratique. Il dit il y a une erreur qui a été faite au XVIIe siècle et espérons qu'elle ne sera plus jamais refaite. C'est le chrysohédonisme. La conviction que c'est la gestion de la quantité de monnaie en circulation qui permet de créer, dynamiser l'activité économique et créer de la richesse. Et il dit c'est tellement idiot qu'on l'a fait au XVIIe siècle, mais on en est débarrassé. Sauf que le XXe siècle a été chrysohédoniste et nous sommes encore dans une situation chrysohédoniste. Concrètement, on continue non plus à trop espérer de l'État, je vais revenir là-dessus, mais on a trouvé un nouveau gourou chrysohédoniste, ça s'appelle le banquier central. Et reconnaissez qu'il joue bien le jeu, puisque Alan Greenspan, qui fut le banquier central de référence, avait pris pour formule de référence « Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé ». Donc, le destin supposé de l'économie mondiale est entre les mains de gourous qui doivent être aussi compréhensibles que la Pythie, pour revenir sur les Grecs, la Pythie athénienne. Le même d'ailleurs Alan Greenspan, pour justifier sa politique monétaire une année, devant l'irritation d'un certain nombre de questions qui lui étaient posées, l'orientation que ça faisait chez lui, répond d'un ton sec, de toute façon, je suis obligé de durcir ma politique monétaire parce que le MUI est en train de se tendre. Donc vous aviez, c'était devant la presse économique du tout Washington, donc tout le monde acquiesçait, ah bon, la situation est grave. Si le MUI se tend, en effet, on n'avait pas vu ça. Alors il y a quelqu'un qui vient de dire c'est quoi? Évidemment, personne ne sait de quoi il s'agit. Mais vous avez toujours dans une assemblée le naïf, le candide. Et donc là, c'était un représentant du Oklahoma City News qui devait, je pense, être spécialisé en basket et avait dit à sa rédaction, je suis à Washington, je peux aller à la conférence de l'autre connard. Bon, bof. Donc il y va. Donc le mec lève la main. C'est quoi le MUI? Alors tout le monde le fusille du regard. Qu'est-ce que c'est que ce barbare, cet ignare? Bon, enfin, c'est quoi le MUI? Et alors Greenspan de répondre, c'est le Men's Underwear Index. C'est oui, malgré mon accent pathétique, vous avez compris. Donc Greenspan était d'expliquer à la planète entière qu'il augmentait ses taux d'intérêt parce qu'il trouvait que les slips qu'il avait achetés sur la 45e rue étaient trop chers. Bon. À ce degré d'imposture, vous voyez bien que la solution chrysohédoniste est effectivement, comme le pensait Ancillon, une impasse. Derrière cette solution chrysohédoniste, derrière cette montée en puissance de l'État, en fait, il y a une conviction qui s'est construite au XXe siècle, indépendamment de la dynamique mercantiliste, c'est que l'État avait une mission, qui était une mission assez claire et nette, c'était de garantir le plein emploi. En fait, ce qui a assuré à l'État ce pouvoir sur l'économie du XXe siècle, c'est qu'après avoir militarisé la société, c'est-à-dire après avoir organisé toute la société autour de la guerre, c'est ce que je rappelais tout à l'heure au petit déjeuner, la montée en puissance des dépenses publiques, elle s'est faite autour de la guerre. Dans un premier temps, on s'est aperçu, et c'est Charles VII qui s'en aperçoit, que si on doit rançonner un pays, notamment quand on est roi de France, il faut rançonner le pays le plus riche. Mais quel est le pays systématiquement le plus riche à cette époque? C'est la France. Donc c'est idiot de faire la guerre à des pays pauvres quand on a à disposition un pays riche qu'on peut rançonner. Son propre pays. Et donc on va construire l'organisation du racket interne au lieu d'aller voler les autres. Bon, ça s'appelle l'impôt. D'ailleurs, Rousseau s'en était aperçu, puisque dans le discours sur l'économie politique, Rousseau rappelle... Oui, Rousseau, c'est quand même pas un ultralibéral stipendié par Goldman Sachs. Hein. Et, ou alors, il avançait vraiment masqué. Remarquez, c'est vrai qu'il avançait masqué sur beaucoup de sujets. Mais dans son discours sur l'économie politique, Rousseau rappelle que impôt et imposteur, c'est le même mot. Et que, en fait... La population, dans sa sagesse, s'est aperçue que l'imposteur, c'est-à-dire celui qui crée les impôts, est un menteur. Et donc, le mot a transformé son sens pour devenir de créateur d'impôts en menteur. Et puis, dans un deuxième temps, on a organisé la dépense pour faire la guerre. À partir du moment où on avait rançonné sa propre population, il fallait lui promettre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on lui promettait? On lui promettait la sécurité contre les autres qui étaient dangereux. Je vous rappelle qu'aucun pays n'agresse aucun autre pays. On est toujours victime d'une agression. On est toujours attaqué. D'ailleurs, les ministères ne s'appellent jamais ministère de l'attaque, ils s'appellent toujours ministère de la défense.
Et donc, et puis on a tout monté en puissance pour faire ça. Et on a militarisé la société, y compris au travers de l'éducation. Le but de l'éducation, c'était de faire en sorte que le soldat comprenne les ordres des officiers. En France, si l'officier parle français et si le soldat parle breton, alsacien ou occitan, quand on lui dit « tu vas te faire tuer là-bas », il ne comprend pas. Même s'il a quelques notions de français, quand on lui dit « vas-y là-bas », il se répond dans son langage local « non, j'ai pas compris ». Donc on va lui faire comprendre. On arrive à la forme ultime de la militarisation qui est la guerre de 14 et l'installation de l'État encore que régulateur de l'économie, et il va changer de promesse. La promesse, ce n'est plus donner la sécurité, la promesse, c'est de donner le plein emploi. Toute la construction intellectuelle du XXe siècle, qui est une construction intellectuelle économique autour des idées de Keynes, est une construction intellectuelle dont l'objectif est de prétendre, d'affirmer que l'État a comme objectif le plein emploi et qu'il a un outil pour parvenir au plein emploi. Et cet outil, c'est la politique budgétaire. La légitimité de l'impôt cesse d'être la sécurité, mais c'est le confort matériel. Cette formulation est diverse. Vous avez un Norvégien qui s'appelle Avelmo, qui a eu le prix Nobel d'économie en 1989. On lui donne le prix Nobel en 1989. On est encore en 1989. Le mur de Berlin vient de tomber. Et il a le prix Nobel d'économie pour avoir expliqué que la dépense publique génère plus de croissance que la dépense privée. Il y a une sorte de force intrinsèque dans la dépense publique qui fait qu'elle est porteuse de croissance économique plus que la dépense privée. Alvin Hansen, qui est à l'origine de ceux qui ont fait de l'économie connaissent sous le nom de modèle ISLM, a publié un livre en 1947 qui s'appelle Full Employment and Economic Policy. Et il explique qu'au travers de la politique budgétaire, l'État détient la capacité à générer le plein emploi. Il dit que la population attend le plein emploi, que si elle s'est ruée vers les régimes fascistes, c'était à cause du chômage. Et donc la mission de défense de la démocratie, c'est d'assurer le plein emploi. Et que l'État, pourvu qu'il gère l'économie, assure le plein emploi. Et il explique qu'il a deux façons de gérer l'économie. La façon communiste, c'est-à-dire il produit lui-même, et la façon qu'il qualifie d'intelligente, qui consiste à augmenter la dépense publique pour générer davantage de demandes. Moyennant quoi, l'État apporte à la société une forme d'organisation dans laquelle il va pouvoir protéger l'essentiel des libertés tout en garantissant le plein emploi. Toutes les politiques qui se mettent en place dans les années 50-60 sont fondées sur cette idée que l'État a une sorte de légitimité économique forte qui est le fait qu'il peut garantir le plein emploi. Dernier exemple, François Pérou, donc certains d'entre vous ont entendu parler, qui est une espèce d'esprit bizarre, qui n'a pas pu avoir le prix Nobel d'économie parce qu'en 1940, entre 1940 et 1944, il était à Vichy, et même s'il a fait valoir auprès des autorités qu'il avait des maladies de foie, ça n'est pas vraiment passé. Et donc, il a dû abandonner ce prestige à Maurice Allais, qui a découvert avec consternation qu'il était économiste alors qu'il pensait qu'il était physicien. Mais donc, quand vous savez, Maurice Allais, quand on lui a dit qu'il allait avoir le prix Nobel, il était persuadé qu'il allait avoir le prix Nobel de physique, il était ravi comme tout quand on lui a pris choc. Et déception, mais enfin c'était pas mal. Et donc François Pérou réagit à la prise du pouvoir par les communistes en Tchécoslovaquie en 1948 en annonçant qu'en 1968, les Tchèques et les Slovaques seront certes dans un régime autoritaire ayant perdu toute forme de liberté, mais ils seront les habitants les plus riches de la planète. Car l'État communiste fait une espèce de deal entre la population et lui qui consiste à lui priver de liberté, mais à lui assurer un confort matériel considérable. En 1968, les Tchèques et les Slovaques n'avaient ni la liberté, ni le confort matériel. Et donc cet échec de l'État, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire nous vivons les dernières conséquences de l'illusion associant État, politique économique au plein emploi. Deux exemples. Ça a vécu, encore une fois, dans les années 70, c'est le mois où c'est ébranlé, mais je cite assez souvent les vœux de Valéry Giscard d'Estaing en janvier 1974 devant la presse économique. Il est ministre de l'économie et des finances. Et en tant que ministre de l'économie et des finances,
Il fait le discours habituel. Et puis Jean Boissonnat, que certains d'entre vous ont connu, et dont tout le monde se souvient, Jean Boissonnat lui pose une question. Il dit, écoutez, on est début 74, le choc pétrolier remonte en 1973. Les Français sont inquiets, qu'est-ce que vous leur répondez? Et il a cette formule extraordinaire. Il dit, les Français ne doivent pas s'inquiéter, car le gouvernement a la volonté et les moyens de garantir le plein emploi. Le ministre jugé le plus libéral de l'époque, le symbole pour les gauchos mondains de l'ultralibéralisme washingtonien, dit devant la population par la presse interposée que l'État a non seulement la volonté, mais surtout les moyens de garantir le plein emploi. Alors évidemment, ça se terminera par la formule célèbre de François Mitterrand. De toute façon, contre le chômage, on a tout essayé. Bon. Alors il s'est rattrapé, hein, rassurez-vous, il s'est rattrapé parce que l'homme est intelligent. On peut lui reprocher beaucoup de choses à François Mitterrand, mais c'était un homme intelligent et surtout il n'était pas socialiste. Il avait bien des défauts, mais il n'avait pas celui-là. Et donc, il va se rebondir, il va rebondir et à l'automne 1993, il va dire en fait la seule solution qu'il subsiste, c'est de baisser la durée du temps de travail. Et il annonce que le passage aux 35 heures permettra à l'économie française de trouver un nouveau souffle dans le plein emploi. On a vu effectivement le nouveau souffle et le plein emploi permis par les 35 heures. Quoi qu'il en soit, à partir des années 70-80, la croyance dans l'État, elle subsiste. Elle subsiste et c'est mon deuxième exemple. On continue à nous expliquer que ce qui s'est passé il y a 10 ans, la récession de 2008-2009, c'est des monstres, Lehman Brothers, et c'est les banquiers. Je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance. Et le redressement que nous avons connu, c'est l'intervention énergique des États pour nous sauver de la situation dramatique dans laquelle ces salopards et ces incompétents de banquiers nous avaient plongés. Je vais simplement prendre un élément depuis les 10 années qui viennent de s'écouler en France. Quelle est la période où il y a eu le plus de croissance, donc où l'État aurait été le plus efficace? C'est 2015, 2016, 2017. Vous vous souvenez qui était à la tête de l'État? Est-ce que vous pouvez imaginer que l'on puisse associer efficacité et intelligence au personnage qui était à la tête de l'État à l'époque? Donc il y a quand même des mécanismes qui sont autres que cette volonté que l'on nous décrit comme étant à l'origine du bien-être, avec en face des monstres, la banque, la finance, le marché, les néolibéraux, qui détruiraient cette dynamique de la croissance vue par l'État. En fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, dernier élément, et puis je vais sur ce qui se passe, vous avez ici les 10 conditions pour faire fonctionner une économie qui sont enseignées à 80% des étudiants d'économie à la surface de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants dans les pays libres, donc je mets à part la France, sur le plan de l'enseignement de l'économie, donc en France, on apprend l'économie en nous expliquant que la Corée du Nord est un modèle décrié, mais en lisant des articles du Monde diplomatique. Mais dans le reste de la planète, on apprend l'économie au travers d'un livre de Nicolas Grégory Mankiw, qui résume à peu près, et donc il pose au début 10 principes pour expliquer ce qu'est l'économie. Bon, alors il y a le principe 7, l'action de l'État peut être utile dans certaines circonstances. On va essayer de voir ce que ça signifie. Mais surtout, le point 10, à court terme, il existe un arbitrage entre inflation et chômage. Donc subsiste dans l'inconscient collectif des économistes de cette période chrysohédoniste la conviction que quelque part, ce qui reste à l'État, c'est de faire une sorte de sacrifice sur l'épargne au travers de l'inflation qui permet de réduire le chômage. Il y a encore une capacité à générer du plein emploi ou de l'emploi tout court en acceptant, en organisant d'une certaine façon une dynamique d'inflation. À mon avis, c'est les derniers feux. Parce que je pense que d'une part, cette inflation n'est pas au rendez-vous et que d'autre part, contrairement à ce qu'on pense, cette inflation ne résout pas les problèmes. Alors, ici, vous avez l'évolution de la croissance de l'économie française depuis 1950.
Et donc, vous avez des barres qui vous montrent l'évolution moyenne de cette croissance sur quelques grandes périodes. Vous voyez deux choses dans ce schéma, à mon avis. La première chose, évidente, la croissance tendancielle baisse. Ce qu'on appelle la croissance potentielle, la croissance de long terme, la capacité à générer de la richesse baisse. Alors vous avez deux interprétations possibles. La première, c'est que comme c'est un taux, c'est appliqué à une base, la base a augmenté. Vous savez, de temps en temps, dans la presse intelligente, style Grand Quotidien du soir, on nous explique que le pays où il y a le plus de croissance, c'est l'Éthiopie. Et on devrait donc appliquer la recette de l'Éthiopie. Donc j'invite les journalistes du monde à aller vivre en Éthiopie, si c'est si bien que ça, l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils foutent encore ici? Ils devraient y aller, connaître ces taux de croissance mirifiques. Bon, quand vous partez de zéro, mais assez vite, le taux de croissance est très élevé. Bon. Ensuite, c'est la croissance par habitant. Je vous rappelle, dans les années 70, on nous expliquait que le Cambodge communiste était en train de rénover en ayant une croissance par habitant très forte. Eux, ils avaient diminué le nombre d'habitants. Bon. Et donc, il y a un premier effet qui est un effet de base. Puis il y a un deuxième effet, c'est que la croissance, normalement, c'est de la productivité, c'est de la technologie. Et une des grandes questions qui se posent, que posent les économistes, c'est l'histoire de la stagnation séculaire. Est-ce que cette baisse de la croissance, c'est une baisse de l'inventivité humaine? Alors il y a des gens qui défendent ça, qu'il y a stagnation séculaire, que effectivement l'humanité ne peut pas être aussi imaginative. On parlait hier du 19e siècle. Au 19e siècle, effectivement, c'est le siècle de la thermodynamique. Et dans les personnages dont on a parlé, il y en a un qui me paraissait absent, c'était Maxwell. Non pas l'inventeur du café, mais Maxwell, celui des équations. Celui des équations, parce que Maxwell des équations, c'est celui qui nous a donné l'électricité. Et qu'est-ce qui peut révolutionner notre vie comme l'a révolutionné l'électricité? Donc ils disent, écoutez, en fait, quand on regarde les théories de la croissance, vous avez deux approches. Une approche dans laquelle vous avez des inventions, c'est-à-dire du progrès technique. Mais l'invention, c'est quelque chose, c'est un progrès technique qui ne conduit pas à une amélioration objective de la situation des gens. C'est un progrès technique assez vain. C'est un progrès technique en l'air, qui fait plaisir aux savants, aux ingénieurs, mais qui ne rencontre pas un écho dans la population. Et puis une innovation, c'est un progrès qui n'est pas forcément très élaboré sur le plan de la technologie, mais qui rencontre les attentes de la population. Donc vous avez une histoire assez célèbre, même si je pense qu'elle est apocryphe, qui est attribuée à Larry Summers, qui est le neveu de Samuelson, pour ceux qui ont connu Samuelson, de Kenneth Arrow, et qui a été secrétaire au Trésor de Clinton. Et à l'Assemblée générale du FMI de 2013, au moment où arrive le passage de la 3G à la 4G, il dit c'est l'archétype de l'innovation, l'invention. Le passage de la 3G à la 4G, sur le plan technologique, c'est magnifique. Maintenant, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que ça a changé? Alors effectivement, on a essayé de demander aux gens ce que ça avait changé. Les réponses sont en général assez surprenantes. En revanche, dit-il, une vraie innovation, et il prend son exemple personnel, il dit, dans ma génération, il y avait des bains-douches municipaux à New York. Et maintenant, dans chaque appartement à New York, il y a au moins une salle de bain. Et quand il n'y en a pas, plusieurs. C'est-à-dire que dans les nouveaux appartements, il y a une salle de bain par chambre. Sur le plan technologique, c'est la répartition des pressions. Un physicien du XVIIe siècle comprend, mais donc c'est pas très élaboré. Mais le bien-être qui est associé est colossal. Et donc le véritable enjeu, c'est une société qui s'illusionne parce qu'elle a des inventions, et qu'elle pense qu'elle a des innovations. Pour la petite histoire, et c'est la composante apocryphe, c'est qu'il paraît que Larry Summers, pour illustrer son propos, aurait dit aux gens qui étaient là, écoutez, on va faire un test. Ceux qui prennent la 3G et la salle de bain à gauche, ceux qui prennent la 4G et les bains-douches municipaux à droite. Donc à gauche, vous avez l'invention efficace, et à droite, vous avez l'innovation. Bon, alors évidemment, tout le monde prend avec la 3G et la salle de bain, sauf les 3 Français qui étaient là. 8. Alors tout le monde pose la question, est-ce que les Français ont des problèmes d'hygiène? Est-ce que les Français sont déterminés à résister à l'impérialisme américain, quel qu'en soit le prix? Non, la bonne réponse, c'est que la question avait été posée en anglais. Bon. Et donc,
Bon. Alors le véritable enjeu, c'est est-ce que nous sommes dans une société d'invention ou une société d'innovation? Je pense que nous en sommes dans une société d'innovation, mais qu'il faut laisser cette innovation s'exprimer. Que la pire chose que puisse faire l'État, c'est de vouloir être lui-même innovant. Le nombre de fois où l'État s'est dit cette fois-ci je m'en occupe, c'est des dépenses d'avenir. Les dépenses d'avenir, c'est des dépenses pour l'avenir. C'est-à-dire c'est de la dette publique et ça va générer des dépenses pour l'avenir. Mais c'est quoi les dépenses d'avenir, historiquement? Des gens qui ont des idées fortes sur ce que nous devons être. Indépendamment du principe, après tout, il y a des gens qui savent. Hein. Moi, je... Mais, alors vous me direz, c'est ancien, tout ça. Mais en fait, tout le monde a la nostalgie de la politique industrielle de De Gaulle et de Pompidou. Moi, j'ai connu le plan calcul. Et je l'ai connu physiquement. Parce que quand j'étais dans l'administration, à un moment donné, j'avais un Zénith, produit du plan calcul. Et puis, je suis appelé au cabinet du ministre et au bureau du cabinet. On me dit, ah bon, vous allez avoir un ordinateur, vous avez l'habitude de fonctionner? Oui, j'ai un Zénith. Le chef du bureau du cabinet me dit, écoutez, mais non, non, ici on travaille. Ici c'est du sérieux. On va vous donner un Toshiba. C'est-à-dire que le bilan final des dépenses d'avenir vues par l'État, c'est qu'on avait fabriqué un truc qui ne marchait pas, et que quand il s'agissait de marcher, on allait chercher un produit fabriqué par ces monstres capitalistes japonais, ils avaient un objectif, ces salopards de Toshiba, faire du profit. Alors qu'au moins, chez Bull, avec le Zénith, on ne faisait pas de profit. En tout cas, je ne sais pas si c'est l'objectif, mais on ne faisait pas de profit. On avait au moins cette dimension morale. Donc est-ce que l'État est quand même... On me dit, ah oui, 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 mais il fait de la recherche et du développement. Bon, mais là aussi, bon, je ne vais pas insister, le général de Gaulle, l'homme du plan calcul, avait eu cette formule, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Bon, je crois que le véritable chercheur utile, c'est Maxwell. Maxwell, symbole de la sérendipité. Je vous rappelle que Maxwell, à qui nous devons tout, avait un père écossais et une mère irlandaise. Donc quand il est arrivé à l'université de Cambridge, on l'a envoyé aux écuries pour s'occuper des chevaux. Il dit non, non, pas du tout, je suis physicien. Vous savez exactement ce que pense un Anglais d'un Irlandais. Donc on lui dit, écoute, on peut avoir un geste de pitié, on va te donner un bureau. Et puis on l'a oublié. Le mec, comme on lui demandait rien, il a exprimé son génie. Et donc, pour exprimer son génie, il faut que le savant ne lui demande rien. Surtout pas de publier dans des revues que personne ne lit et que les Chinois de Shanghai, qui eux-mêmes ne comprennent pas l'anglais, évaluent comme étant le summum de la revue d'intelligence. On lui demande rien. On le laisse dans son coin. Et est-ce que ça va marcher? Je reviendrai là-dessus dans ma conclusion. En attendant, il y a un autre aspect. Et donc là, j'ai un truc pour pointer. Parce que la technologie, c'est utile si on la comprend aussi. L'avantage de la salle de bain, c'est que moi, je sais faire marcher un robinet. La 3G à la 4G, j'ai du mal. Hein. Alors, ici, si, vous avez vu la maîtrise de la technologie. On sent la formation de haut niveau. Là, vous avez une récession. Et si vous regardez même cette récession ici, vous partez de là et vous plongez ici. Si vous regardez l'écart, on part effectivement d'une croissance qui était aux alentours de 5-6% pour arriver à une contraction qui est de 1%. On a une chute de la croissance effectivement réalisée de 6%. Vous regardez ici, on part de 2,1% et on arrive à moins 2,8%. On a une chute de 5%. La chute de 75 a été beaucoup plus violente. Mais en 75, il y avait des gens qui disaient « calmez-vous, on s'en occupe ». En 2008-2009, on nous a dit « cette fois-ci, c'est la fin. On est foutu. Le capitalisme va y passer ». Certains avec une forme de délectation, on est enfin débarrassé de ces monstres. Certains avec consternation. Je vous rappelle que Giulio Tremonti, ministre du Trésor italien, ouvrant la conférence de Davos, tellement ému, n'a pu dire qu'une chose, il n'a pas pu prononcer son discours, on est en janvier 2009, et il dit « Messieurs, je pense que c'est la dernière fois que nous nous retrouvons ». Le ministre du Trésor italien nommé par Berlusconi, ce n'était pas le représentant du Parti communiste italien rénové, c'était par Fondation communiste. Bon, c'est-à-dire que
on a du mal à se faire à cette idée que l'économie est cyclique. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ce cycle, on le voit, hein, ça plonge. Est-ce que ce cycle est exogène ou endogène? Est-ce que ce cycle, il est lié au fonctionnement naturel de l'économie? Ou est-ce que ce cycle, il traduit des événements extérieurs, notamment des décisions plus ou moins intelligentes prises par tel ou tel gouvernement? Encore une fois, est-ce que la reprise de 2012 jusqu'en 2015-2016, est-ce qu'elle est liée au fonctionnement naturel de l'économie que nous connaissons ou est-ce qu'elle est liée aux décisions qui sont prises par nos dirigeants? François Hollande, dont je me moquais, mais c'est méchant, il ne mérite pas ça, c'est un personnage qui fascine, pas qui appelle la moquerie. Et donc, vous vous souvenez, en juillet 2015, il nous a dit « ça va mieux ». Bon, vu la crédibilité du personnage, à part un immense éclat de rire, ça n'a provoqué aucune réaction. Et pourtant, ça allait mieux. Pourquoi? Parce que la récession de 1993 a été suivie d'une poussée de croissance en 1998. 6 ans après, la croissance redémarre de façon extrêmement rapide. Et donc, la récession de 2009, 6 ans après, en 2015, doit être suivie d'une reprise spectaculaire. Donc en 2015, ça va mieux. Et le gars a construit tout son mandat sur l'idée qu'en 2017, il arriverait dans une phase d'amélioration de la situation économique qui lui permettrait d'être réélu. Ce qui était assez vrai sur l'amélioration économique. Permettre d'être réélu, il y a quand même des limites. Mais le raisonnement était assez bon. La seule erreur commise par François Hollande, c'est d'avoir agi. Il n'aurait rien fait. Ben, et comme disait, ces événements nous sont étrangers, feignons d'en être à l'origine. Il faisait ça, il disait, écoutez, je suis là, j'apporte l'apaisement, la sagesse, et il repassait. Cette difficulté à comprendre le cycle, on l'a ici aussi. Donc 93-94, ici vous avez une replongée, c'est 97. Donc tout individu normalement constitué évite de se représenter devant les éclairs en 97. Si vous y êtes obligé, le coup de génie, c'est d'aller chercher les lecteurs au pire moment, par une initiative personnelle. Ça, c'est Chirac faisant la dissolution. Alors, vous avez deux interprétations. C'est machiavélique. Le mec perd pour pouvoir gagner au coup d'après. La deuxième interprétation, le mec est con. Bon, moi j'ai mon interprétation personnelle, mais vous n'êtes pas obligé de la partager. Et je ne vous la donne pas. Donc, vous choisissez. Bon. Ça traduit simplement que le rapport au cycle, qui est un rapport évident, si vous lisez la presse économique, on n'arrête pas de vous dire cette mesure est procyclique, cette mesure est contracyclique. Ce rapport au cycle n'est pas immédiatement et directement intégré dans la réalité de l'interprétation des événements. Que la récession de 2008-2009 soit un non-événement, soit un cycle, et que le véritable problème, ce n'est pas cette récession, ce n'est pas Lehman Brothers, ce n'est pas les subprimes, c'est la capacité des États à faire en sorte que cette plongée soit la moins importante possible. Ce véritable problème, c'est que les États non seulement ne peuvent plus nous donner la croissance, elle baisse, mais même sur la dimension strictement cyclique, la dimension conjoncturelle, leur capacité de réponse, manifestement, n'est pas au rendez-vous, puisque le cycle intervient, malgré leur assertion comme quoi ils sont maîtres du destin de l'économie. D'ailleurs, implicitement là aussi, il y a une forme de reconnaissance de cette impuissance, puisqu'il dit, bon, mais de toute façon, c'est le banquier central. Allez voir le banquier central. Et qui répond, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est inquiétant, c'est alarmant. Alors, le banquier central, dans tout ça, oh, il a deux attitudes. Il dit, si, mais je vais vous redonner de la croissance en vous donnant de l'inflation. L'inflation, c'est le point de 10 de... Un peu d'inflation, ça baisse le chômage. En fait, quand on regarde, c'est les politiques systématiques de plein emploi qui génèrent de l'inflation. Ce n'est pas l'inflation qui permet de lutter contre le chômage, c'est le refus du fonctionnement naturel de l'économie au travers d'un plein emploi artificiel qui génère de l'inflation. Les pays d'Europe de l'Est fournissaient le plein emploi. La promesse de 1948 en Tchécoslovaquie, au moins, était remplie sur un aspect qui était le plein emploi. Mais en retour, vous aviez une inflation délirante.
Les prix étaient bloqués, mais vous aviez une distorsion entre l'offre et la demande qui se traduisait par des pénuries et par des queues. On ne payait pas sous forme de monétaire, on payait sous forme de temps consacré à essayer d'acquérir un bien donné. Donc, le dernier refuge du chrysohédonisme et de la croyance en l'État, c'est l'espérance que la Banque centrale va nous donner de l'inflation qui nous donnera le plein emploi. Bon, alors elle n'y peut rien. Dès qu'il y a un prix qui bouge, elle dit ça y est, vous avez vu, hein. Elle déstabilise systématiquement le métier bancaire, à tel point que maintenant, l'économie se finance de plus en plus par des fintechs, parce que dès que vous rentrez quelque part et que vous empêchez le marché de s'exprimer, il y a un marché noir. Hein. L'homme est ainsi fait que si vous emmerdez les gens, comme disait l'autre, eh ils réagissent. Et donc, la Banque centrale, elle se heurte à un élément clé, qui est l'élément fondamental de ce qui nous arrive, et qui est la raison pour laquelle je pense que nous allons vers de la croissance. Cet élément clé, c'est que nous sommes en phase d'innovation, mais il faut bien comprendre que cette innovation, elle a une conséquence assez extraordinaire, qui est de rompre aussi avec une pratique du XXe siècle, qui est l'introduction de concurrence. Grosso modo, les communistes, quand ils décrivaient l'économie du XXe siècle en Europe de l'Ouest, parlaient de capitalisme monopoliste d'État. Et effectivement, le capitalisme qui s'est constitué derrière l'État keynésien avait besoin de monopoles, assez souvent publics. Hein. Le Royaume-Uni travailliste avait nationalisé énormément d'activités et donc avec une intervention de l'État pour réguler la demande. Ce capitalisme monopoliste d'État, il s'est heurté d'abord à sa propre inefficacité, une efficacité qui est liée à l'obsession du plein emploi. Je vous renvoie à la conversation entre Margaret Thatcher et James Callaghan au moment où Callaghan passe le pouvoir à Thatcher. Il commence par lui dire « heureusement que vous arrivez », ce qui prouve qu'il était lucide. Ça faisait 30 ans que les travaillistes étaient au pouvoir, il dit « enfin, ce pays va pouvoir se redresser. Ça fait 30 ans qu'on l'a foutu par terre, heureusement que vous arrivez ». Alors bon, elle est accueillie, tout ça. Et puis, il lui dit « la première chose à résoudre, c'est ce problème des mineurs, ils font chier. Bon. » Alors, il lui demande « qu'est-ce que vous envisagez ?» Il dit « il y a 54 puits de mines, il faut en fermer 27. » Donc elle lui dit « écoutez, c'est un peu simple, la moitié, 1 sur 2. » Il dit « non, c'est par hasard que c'est 1 sur 2, c'est les 27 où il n'y a plus de charbon. » Margaret Thatcher a à peu près la même réaction que vous. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et l'autre répond « écoutez, mais il y a des mineurs encore. Qu'est-ce qu'on va en faire si on ne les paie pas là ?» Et donc cet État qui était en situation de monopole gérait les charbonnages et il embauchait au charbonnage des gens en disant c'est le plein emploi. Je vous garantis le plein emploi. Alors cet État a explosé parce qu'il était incapable de garantir le plein emploi, parce qu'il était incapable de répondre au cycle, puisque le cycle se manifeste, et surtout parce qu'il se heurte à l'émergence de la concurrence. Émergence de la concurrence qu'il a voulu en partie. Là aussi, les politiques de concurrence ont été créées pour essayer de contenir dans l'inflation cette partie de l'inflation qui était être supposée, vous savez, il y a des gens qui vous disent l'inflation c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Et donc la bonne inflation c'est l'inflation par la demande, comme on disait autrefois, et la mauvaise c'est celle par les coûts. Et donc la bonne inflation c'est celle qui consiste à faire du déficit budgétaire, et la mauvaise c'est celle qui consiste à donner du pouvoir d'achat à la population. C'est à peu près ça alors résumé, c'est-à-dire c'est bien quand c'est l'État qui fait de la gabegie, c'est moins bien quand on réussit à glaner un peu d'argent. Et donc, cette inflation par la concurrence, elle est en train de s'introduire dans notre société. Et je pense que ce qui est important dans ce que nous vivons, c'est que la leçon de 2008-2009, c'est quoi? C'est pas la finance, c'est deux choses. La première chose, c'est l'incapacité de l'État à répondre au cycle. Donc il faut limiter les ambitions de l'État face au cycle. Et la seule chose que doit faire l'État face au cycle, c'est de permettre aux entreprises de passer le cycle. C'est-à-dire d'alléger leurs charges dans la période négative du cycle. D'avoir ce qu'on appelle une fiscalité en stabilisateur automatique. C'est-à-dire une fiscalité qui baisse les prélèvements au moment où l'économie va mal et qui les augmente pour compenser les chutes de recettes, pour arriver à l'équilibre sur la durée du cycle quand l'économie va bien.
D'ailleurs, normalement, le problème a été résolu en Europe, ça s'appelle le TSCG. Bon, personne ne sait ce que ça veut dire. Au moment de son vote, d'ailleurs, je débattais. Il faut bien des choses qui vous arrivent comme ça sur France Culture avec Noël Mamère. Vous imaginez le niveau. France Culture, Noël Mamère. Donc là, on est devant le comité central du Parti communiste tchécoslovaque en 1950. On revient à la Tchécoslovaquie. Donc, comme tout dissident qui se respecte, j'attendais la balle dans la nuque dans le couloir à la sortie. Et donc, ma mère parlait tout le temps du TCSG. Au bout d'un moment, je dis ça s'appelle le TSCG. Bon, ça n'a aucune importance, c'est monstrueux. Oui, c'est monstrueux. Pourquoi est-ce que c'est monstrueux? Parce que simplement, on dit que la seule ambition de l'État, c'est d'équilibrer ses comptes sur la durée du cycle et d'avoir des stabilisateurs automatiques. Mais comme c'est monstrueux, nous, on résiste. On en revient à Macron du début. Nous, l'équilibre sur la durée du cycle, non, parce qu'on fait des dépenses d'avenir. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas préparer l'avenir en faisant des zéniths et respecter nos engagements européens. Une fois qu'on aura renoncé aux zéniths, qu'on pourra le respirer, à ce moment-là, on respectera. Et puis, il y a la dynamique concurrentielle. Et cette dynamique concurrentielle, eh bien, je vais prendre deux exemples très rapides, et puis je vais vous livrer une conclusion pour que vous puissiez vous indigner, puisque c'est comme ça qu'on vit maintenant, on est susceptible et indigné. Dès qu'on vous fait une remarque, c'est ça, ah là là, et donc vous avez le droit, vous aussi, c'est pas parce que vous êtes libéraux que vous n'avez pas le droit d'être indigné et susceptible. Et donc, cette concurrence, pour moi, elle apparaît à travers de deux événements. Regardez sur la SNCF. Bon. L'enjeu de la SNCF, c'est l'introduction de la concurrence. Et donc les cheminots veulent lutter contre la détérioration des chemins de fer comme ce qu'on a connu au Royaume-Uni. Bon, ça prouve qu'ils n'ont jamais pris les trains dans les années 70 au Royaume-Uni, ce qui était mon cas. Bon. Donc la seule chose que j'ai vue au Royaume-Uni dans les années 70, c'est des trains qui partaient à l'avance. Quand il y avait un match de foot, les mecs partaient un peu plus tôt pour être sûr de voir le match de foot. C'était le seul moment où le train était à l'avance. Le reste du temps, on se prenait 1 heure, 2 heures de retard. Mais la concurrence, elle ne vient pas de là. Dans ces années 70, la concurrence du chemin de fer, c'est nous qui la portions. En faisant de l'autostop. Sauf que pour faire de l'autostop, c'était un peu compliqué, et donc on s'organisait comme on pouvait. Maintenant, l'autostop, grâce aux nouvelles technologies, c'est Blablacar, c'est le covoiturage. Nous nous sommes appropriés la concurrence. Et donc, le véritable problème pour la SNCF, c'est pas la Deutsche Bahn, c'est pas Transdev, c'est deux choses. C'est le plan social qu'il faudra organiser pour se débarrasser des conducteurs, parce que bientôt c'est l'intelligence artificielle qui conduira les trains, et la capacité d'avoir une politique tarifaire dynamique pour nous inciter à prendre le train plutôt que de choisir Blablacar. Qu'est-ce qu'on nous a expliqué ce printemps? Que l'enjeu c'était comment consolider le statut des cheminots sans le dire, et comment faire en sorte que la dette de la SNCF passe d'une ligne à une autre ligne. Est-ce que vous croyez vraiment, enfin tout à l'heure quand vous allez prendre le train, est-ce que le fait que la dette de la SNCF ait changé d'affectation comptable va vous donner le sentiment que le service a changé? Non. En revanche, quand vous aurez compris que ces mecs nous font chier et que finalement sur Blablacar on peut aller à Paris à peu près dans le même temps, parce que c'est bien joli de prendre le train à la gare Montparnasse pour aller à Bordeaux en 2 heures. La dernière fois que je l'ai fait, ça m'a pris 8 jours. Même sous Napoléon III, ça prenait moins de temps. Et donc, je suis vieux, donc je ne me suis pas précipité vers Blablacar. Mais mes enfants, ils prennent le car Macron. Comme dit ma fille, moi je prends le train quand c'est toi qui paies. Et donc la vraie concurrence, c'est nous. C'est nous qui l'organisons. Alors, est-ce que nous sommes contraints et forcés? Pas du tout. Lorsque je dis toujours dans mes livres, alors je le répète à chaque fois, mais comme c'est assez loin dans le livre, les critiques s'en aperçoivent pas, puisqu'en général ils lisent des livres première page, et après Le Monde dit que c'est monstrueux, et Le Figaro que c'est bien vu. Et donc, je raconte dans mon livre que le dernier communiste, c'est le Père Noël. Alors bon, belle image, il est en rouge et tout ça. Alors pourquoi c'est le dernier communiste? Parce que le Père Noël, c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose que vous ne voulez pas. Et ça, c'était ça, les communistes. Ils vous apportaient quelque chose que vous ne vouliez pas.
Bon, qu'est-ce qu'on faisait contre les communistes? Du marché noir. La Tchécoslovaquie de 1968, c'est pas le pays le plus prospère du monde, c'est l'endroit où tout le monde fait du commerce. C'est un des pays les plus commerçants du monde. Donc vous arrivez à Prague, dès que vous mettez les pieds à l'aéroport, il y a un mec qui commence à... Bon. Eh bien, nous faisons la même chose. Le Père Noël nous apporte quelque chose qu'on ne veut pas. Eh bien, on réagit en faisant du commerce. Dans les années 60, on rangeait les cadeaux qu'on ne voulait pas dans un placard. Maintenant, on les vend sur le bon coin, grâce aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que les nouvelles technologies nous permettent d'exprimer notre sentiment commerçant. Vous me direz, ça prouve qu'on est mal élevé. Pas du tout. Ça prouve même ce qui se passe qu'on est très très brillant sur le plan intellectuel. Pourquoi? Si vous avez suivi l'actualité, cette année, surprise, on interroge les gens du Bon Coin le 26 décembre, on leur dit c'est votre journée de travail. Ils disent non, il ne se passe plus rien. Ah bon? Serions-nous devenus de nouveau courtois, ou est-ce que la concurrence ayant fait son effet, le Père Noël s'est senti obligé de nous apporter des cadeaux que nous voulons? Réponse non. Simplement, il s'est créé spontanément un marché à terme. Les cadeaux, on ne les veut pas le 26 décembre parce qu'on les a déjà vendus le 26 septembre. C'est-à-dire que là, si vous allez sur le Bon Coin, il y a déjà des gens qui vendent les cadeaux qu'ils vont recevoir dans 3 mois. Bon, donc ils récupèrent une partie de l'argent. Sauf que il faut une anticipation, mettons, chacun fait une anticipation sur... Je sais pas, messieurs, vous faites une anticipation sur le cadeau que va vous offrir votre belle-mère. C'est-à-dire une cravate en solde de chez Hermès, imbattable. Bon. Donc, on vend cravate en solde Hermès imbattable à un certain prix. Supposez que la belle-mère, qui est perverse, décide de vous offrir autre chose. Vous êtes squeezé sur le marché. Donc, il faut se couvrir. Eh bien, il y a des gens qui se couvrent. Donc, vous avez un marché à terme avec des options pour pouvoir acheter la cravate que vous seriez appelé à vendre par ailleurs. Bon, est-ce que c'est Goldman Sachs qui a monté ça? Non, c'est nous. Et donc, je pense que nous arrivons à une phase où les chrysohédonistes ont posé le sac. Ils ont échoué. Bon, évidemment, ils ne vont pas l'admettre, ils vont nous faire chier encore. Et on va encore avoir des gens qui vont nous expliquer qu'un tweet de Donald Trump, l'augmentation de la taxe Cabanon, est à l'origine de tout ce qui nous arrive, de sens positif ou négatif. Un discours brillantissime de notre ineffable président de la République va avoir rétabli la confiance. Et nous voilà portés par la confiance. Le jour où il va enfin traverser la Seine comme le Christ en marchant sur l'eau, ça va remonter le taux de croissance. Et puis, il y a la réalité. La réalité, c'est que l'État, son seul enjeu maintenant, c'est de laisser vivre les chercheurs, de s'intéresser à Maxwell et non pas aux 150 000 docteurs en bonheur et joie de vivre de la faculté de Brive qu'il est en train de mettre sur le marché. De laisser vivre l'intelligence et non pas de croire que c'est en la payant qu'on la suscite. Et puis de constater la concurrence. Alors cette concurrence, elle aura un impact fort. C'est que quand vous avez concurrence, vous avez pression sur les prix. Et donc vous avez en permanence un transfert du pouvoir d'achat et des gains de productivité vers l'économie par des baisses de prix. Et donc dernier élément, c'est d'arrêter d'emmerder la Banque centrale en lui disant qu'elle va nous rendre de l'inflation. Puisque en face de la Banque centrale, et d'ailleurs elle était elle-même obligée de le constater, elle dit il faut faire des réformes structurelles qui favorisent la concurrence, et moyennant quoi je vous donnerai de l'inflation. Heureusement qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit. Parce que si on comprenait cette phrase, on verrait qu'elle est idiote. C'est encore une phrase que nous a annoncé M. Draghi. Les gouvernements doivent faire des réformes structurelles pour augmenter la pression concurrentielle, moyennant quoi, grâce à ma politique monétaire, je leur donnerai de l'inflation. M. Draghi nous a dit ça. Mais si on fait de la pression concurrentielle, les gens vont baisser leurs prix. Et M. Draghi va faire comment pour faire de l'inflation ? Et vous regardez quels sont les prix qui ont augmenté. 2,3% d'inflation en France. Le pétrole. Ah, évidemment, là, il n'y a pas de pression concurrentielle. Ça, c'est... Mais il pourrait, si on se prenait véritablement en main. Et le beurre.
Alors comme je dis, la Banque centrale, elle stocke peut-être du beurre à côté du stock d'or, comme ça la même couleur, on ne s'en aperçoit pas, et ça lui permet de faire remonter les prix. On se fout de notre gueule. Donc la Banque centrale, qu'elle revienne à sa mission, prêteur en dernier ressort. Donc pour conclure, moi je suis né pas loin d'ici, je suis né à Bordeaux. Et donc avant... j'étais à Montpellier pour un truc organisé par les anciens de la région Languedoc-Roussillon, donc je leur ai apporté tout mon soutien moral du fait qu'ils avaient été obligés de s'associer à Toulouse. Mais indépendamment de ça, à Bordeaux, c'est là qu'était née la révolte du papier timbré. Et donc, après, elle s'est étendue à la Bretagne, et les Bretons ont retrouvé le flambeau de la révolte du papier timbré en 2013. Il faut dire que le président François Hollande avait mis le paquet, quand même, hein, pour susciter une révolte fiscale. Il avait fait ce qu'il fallait. Il avait été allé chercher loin. Il y a un moment où, effectivement, les gens étaient en droit de dire « assez ». Et donc, je rappelle quand même qu'avant Hollande, l'impôt sur le revenu rapportait 45 milliards. La première année d'Hollande, on est monté à 78 milliards. Un choc quand même. Hein. Et après, ils étaient surpris. Il y a, comme disait Moscovici, j'ai le sentiment que quelque part, il y a un ras-le-bol fiscal. Oui, quelque part. Bon, et donc, cette révolte des bonnets rouges à Bordeaux, bon, l'autorité royale a fait ce qu'il fallait, on a rasé la moitié de la ville, et après on a donné au mec qui opérait, qui s'appelait Albret, on a donné le nom d'une belle avenue à Bordeaux, le cours d'Albret, pour bien montrer aux Bordelais quelle était leur place. Et puis Colbert a fait un geste. Il a fait venir l'équivalent du prévôt des marchands, le mec arrive, il s'appelait Legendre, et donc... peu prostré, tout ça. Et Colbert lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et l'autre lui répond « Oubliez-moi ». Eh bien, je pense que désormais, le grand maître, le grand discours que l'on doit tenir à l'égard de la politique économique, oubliez-nous, laissez-nous vivre. Sachant quand même qu'il y a une chose qu'on n'oubliera pas chez vous, et ce sera mon dernier mot, c'est que de la période chrysohédoniste, qu'est-ce qui va rester? Non pas le plein emploi, mais le plein de dette publique. Parce qu'au nom de la lutte contre le chômage, de la capacité à générer de l'inflation, l'inflation c'est de la création monétaire. Qu'est-ce qui crée bien de la monnaie? C'est l'État quand il emprunte auprès des banques. Et donc la période chrysohédoniste va nous laisser un doute sur la croissance, le constat d'une incapacité à résoudre les problèmes, y compris le problème du cycle, et une accumulation de dettes publiques qui sera d'autant plus difficile à colmater que les nouvelles technologies, en générant de la concurrence, nous débarrassent définitivement de l'inflation. Bon, donc comme on dit dans ces cas-là, happy taxpayers. J'attends vos questions.